l'intelligence artificielle. Depuis l'année dernière, on a dit que ce serait bien de faire un point pour voir ce qui s'est passé en un an, vu la, 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 la vitesse de changement dans le secteur. Et évidemment, l'IA continue à accélérer fortement partout dans le monde. Euh, L'idée cette année, c'est de faire un point sur le secteur et en même temps de regarder comment l'IA devient un levier majeur de transformation, de prise de décision et aussi de faire, d'éclairer un petit peu le sujet du développement d'outils et d'opportunités que permet l'IA aujourd'hui. Euh, donc, ce que je vous propose, c'est de vous dire un petit peu comment on va organiser tout ça. Alors, peut-être juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas Convergence. Je vous partage un slide qui va vous résumer un petit peu ce que nous sommes et ce que nous faisons. On est aujourd'hui un opérateur de services, multiservices pour le développement international, avec un focus sur la relation d'affaires. Et ça pour répondre à des enjeux qui sont les enjeux des entreprises et aussi des organisations intermédiaires sur le sujet de l'information, sur l'accès aux opportunités, sur l'identification de partenaires et aussi sur le networking, hein, donc le développement des relations et sur les projets. On travaille avec un certain nombre de partenaires, vous en avez un aperçu là, donc c'est à la fois des clubs d'affaires, des chambres de commerce, des organisations intermédiaires et aussi des écosystèmes, comme par exemple, et il y a pas mal de gens là de l'écosystème ACP, bonjour à tout le monde, avec qui nous avons un partenariat privilégié. Alors, ce que je veux vous proposer, c'est vous présenter très rapidement de quoi on va parler. Donc, il y a, je dirais, trois intervenants majeurs, donc Alain et Georges qui se sont déjà présentés. Stéphano, je ne sais pas il est arrivé. Est-ce qu'il est là, Stéphano? Je ne le vois pas. Bon, ben, écoutez, on verra s'il nous rejoint ou pas. Ça nous permettra d'avoir peut-être plus de temps s'il n'est pas là, mais ce serait bien qu'il soit là quand même, parce que le Altermate, c'est en fait les gens qui ont repris Atos Origin en Italie. Et ils avaient une belle expérience à partager, enfin, ils ont une belle expérience à partager sur l'IA. Alors, je ferai un rapide état des lieux 10 minutes maximum sur pas seulement ce qui se passe en Afrique, mais aussi peut-être comment ça se passe globalement. Et je ferai aussi un focus Afrique et sans en réinventer la roue ni les informations, mais je m'appuierai sur des constats qui sont faits par des sociétés d'études et des cabinets de conseil internationaux qui partagent leurs constats sur le secteur et également sur évidemment une recherche avec l'IA que je n'ai pas manqué de faire, évidemment, vous en doutez bien. Donc ensuite, je laisserai la main à Alain qui parlera de ce premier sujet. L'idée, c'est comment mieux décider en fait avec l'IA, comment mieux préparer ses projets. Bon, je ne défore pas plus le sujet. Alain, tu nous diras ça. Ensuite, si Stéphano est là, eh bien, il illustrera ce que fait cette ex-filiale d'Atos Origin sur l'IA en Italie et comment ils accompagnent notamment les projets IA. Et puis, ensuite, on terminera en troisième partie avec Georges qui fera une intervention sur l'IA et le développement international. Vous savez bien que c'est un des sujets qui nous occupe ici. Alors, si vous êtes d'accord, moi je commence pour planter un peu le décor. Alors déjà, il y a un chiffre évidemment que j'ai. C'est bien de commencer avec des chiffres.
euh, 15,7 trillions de dollars. Ça, c'est un chiffre PricewaterhouseCoopers. C'est ce qu'ils anticipent comme étant la future valeur économique mondiale de l'IA. Voilà, comme ça. Euh, Évidemment, un secteur, et on dira un mot tout à l'heure, qui est largement aujourd'hui bipolaire et dominé évidemment par les États-Unis, qui représentent en fait, à eux deux, à USA et Chine, c'est 80% de l'investissement en capital aujourd'hui. Et voilà, ça donne un petit peu une idée de comment, dans quel secteur on est. Alors, premier slide que je voudrais partager avec vous, 6 constats que l'on peut faire et qui sont d'ailleurs que vous retrouverez dans cette source-là qui apparaît à l'écran, Oxford Insight, qui est une étude, en fait, qui est un organisme évidemment lié à l'Oxford et qui fait une étude chaque année sur l'évolution de l'IA dans le monde. Donc voilà un petit peu les constats qu'ils font pour cette année. Donc un secteur IA multipolaire dominé par la Chine et les USA, je disais hein, les USA largement numéro un sur le classement qui est fait par Oxford Insight et qui mesure en fait la capacité d'un pays à tirer avantage de l'IA pour le public, les entreprises. Hein. Pour info, la France est numéro 2, donc absolument pas ridicule hein, dans le classement de cette année. Deuxième constat, l'IA passe de la stratégie à la mise en œuvre. Alors, l'année dernière, on disait oui, l'adoption, c'est un peu lent, mais ça vient. Là, on est passé, alors c'est encore une fois, c'est la vision globale, à la mise en œuvre. Et on voit dans plusieurs pays qui sont cités donc, dans cette étude, le Canada qui met en place une stratégie IA, l'Australie, et aussi partout dans le monde, et en Afrique en particulier, avec le Nigeria ou le Rwanda qui mettent en place et mettent en œuvre véritablement, qui passent à l'action, notamment le Rwanda avec un forum IA qui a attiré beaucoup d'acteurs. Troisième constat, la souveraineté IA, ça ne vous étonnera pas. Tout le monde veut, comme on dit dans le jargon, son stack, hein, infra, data, LLM, et puis les applications associées. Quatrième constat, il y a, alors d'après ce qui est dit, une intensification des collaborations régionales. Je, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a effectivement des accords notamment entre un certain nombre de pays. Il y a un accord Brésil-Chine là-dessus, et il y a aussi des initiatives au niveau du G20 sur l'IA. Donc ça bouge, je dirais, évidemment au niveau international euh, sur ce sujet. Euh, alors, lié à ça, et avant-dernier, un paysage réglementaire encore instable. Donc ça, c'est encore là que le bas blesse parce que vous savez bien qu'il y a il y a des discussions, il y a des dissensions, il y a des confrontations aussi hein, sur ce sujet. Et d'ailleurs, les États-Unis ont boycotté la réunion G20 2025 IA qui était organisée. Hein. C'est un peu dans la logique, évidemment, des États-Unis aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Dernier point, les gouvernements sont les acteurs majeurs ou apparaissent comme étant les acteurs majeurs de l'écosystème IA un peu partout. Et s'ils ne sont pas eux qui définissent les règles du jeu, qui investissent eux-mêmes, qui cadrent la R&D, ils y contribuent quand même fortement. Voilà un petit peu pour, si vous voulez, le cadre global. Alors ensuite, si on fait un focus sur les zones, en fait, USA et Chine, quelles sont les caractéristiques, en fait, ou les forces à l'œuvre, plutôt, dans chacune des zones? Donc, pour ça, 3 caractéristiques ou 3 forces, et puis 2 chiffres hein, pour chacune des zones.
Donc les États-Unis, les big tech, hein, il y a 5 boîtes, hein, vous les connaissez, hein, Google, etc., euh, Meta, Nvidia, Microsoft, d'accord, OpenAI, évidemment avec Microsoft. Deuxième point, il y a une recherche universitaire qui, là, malgré la politique de Trump, dans certains cas, avec certaines universités, qui est toujours présente et est présente dans ce domaine de l'IA. Et évidemment, il y a des infrastructures de calcul massives qui sont aujourd'hui sur la table et qui drivent d'ailleurs à la fois l'investissement et la croissance américaine. 2 chiffres pour ça, 110 milliards de dollars, c'est la levée faite par OpenAI cette année, et 900 millions, c'est le nombre d'utilisateurs chaque semaine de ChatGPT. Bon, des ordres de grandeur, c'est peut-être 900 millions. Bon, voilà, j'ai trouvé ce chiffre, ça peut-être évolue tous les jours, mais en tout cas, ça parle. Côté chinois, alors évidemment, c'est pas le même système. Donc, on est dans un système qui organise la planification euh, du sujet de l'IA, et notamment ils ont un plan qui s'appelle AI+, euh, pour l'intégration de l'IA dans l'économie. Ils ont, en Chine spécifiquement, mis l'accent sur des bases de données très importantes, et je lisais qu'il y a 250 data centers spécialisés et dédiés à l'IA aujourd'hui en Chine. Et puis, le troisième sujet, les applications industrielles, avec un nombre de startups tout à fait important, 1500 entreprises uniquement dans la zone en fait autour de Pékin, de Jiangsu, hein. Et le chiffre de 70%, ça c'est la stratégie chinoise, de plus dépendre de Nvidia ou des Hollandais là, sur les puces en fait, et et ils veulent donc d'ici 2030 produire 70% de leurs propres puces dédiées à l'IA. Si je continue avec l'Europe, alors bon, on ne fait pas mauvaise figure, notamment parce qu'il y a une recherche scientifique, académique, et on parlait juste avant de démarrer là avec Alain de l'université Saclay comment dire, est une référence dans le domaine technique. Euh, Alain, peut-être tu commenteras tout à l'heure. Euh, il y a des startups et des scale-up aujourd'hui en Europe. J'ai compté 8000 et 8000 startups au niveau européen. Il y a des politiques publiques, évidemment, qui se concrétisent par des investissements, et on a 200 millions investis d'engagement public que j'ai noté, qui sont des engagements fermes et qui vont s'étaler, je pense, sur plusieurs années, là, mais à court terme. Pour le chiffre 2025, c'est 70 millions de dollars. Alors, c'est pas milliards, pardon, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même pas nul, on va dire, même si on est très loin du chiffre américain, évidemment. Euh, les chiffres en bas, 10,6, ça, c'est la levée, c'est les levées des startups en 2025, et 1,7, pas million, milliard, pardon, c'est Mistral en France. Donc, c'est quand même aussi une performance. Voilà, et royalement, quand même, pour rester quand même aussi factuel, on a 3 licornes dans le domaine de l'IA sur une quarantaine dans le monde. Bon, c'est pas en Europe. Si on fait un point sur l'Afrique, alors l'Afrique est aujourd'hui un laboratoire, et il y a de l'innovation essentiellement orientée, comme je l'indique ici, sur les besoins sociaux, et bon, en particulier dans des secteurs qui sont, je dirais, clés pour les économies africaines, l'agriculture, la santé, hein, et aussi les fintechs, c'est-à-dire
voilà, hein, comment se nourrir, comment se soigner et comment payer ces transactions. Donc, c'est des besoins de base qui recouvrent d'ailleurs, qui sont des domaines d'ailleurs où les investisseurs internationaux investissent aujourd'hui en Afrique, hein. C'est là où vous avez des investissements qui viennent d'ailleurs en Afrique, en particulier dans ces domaines-là. Donc, il y a une concentration géographique de l'IA en Afrique avec plusieurs pays qui sont, que je vais évoquer là dans un instant un peu plus en détail. On va retrouver l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, l'Égypte. Ouais, donc, c'est beaucoup les pays anglophones, en fait, hein, de l'Afrique sur la partie est, en fait. Donc la concentration géographique plutôt à l'est en fait. Et dernier point, il y a un soutien croissant des organisations régionales dans ce domaine, avec notamment l'Union africaine qui a défini comme prioritaire l'IA cette année-là pour 2026. Les deux chiffres, c'est alors le 1%, c'est 1% de l'investissement mondial dans l'IA, c'est en Afrique. Voilà, l'Afrique représente 1% de l'investissement mondial. Et les 80%, c'est la concentration dont je parlais. Alors, pour terminer, voilà, parce qu'on pourrait boucler avec quand même notre terrain de jeu Europe-Afrique avec Convergence. Voilà 6 pays qui, donc, d'après les sources web et open source et IA que j'ai consultées, voilà les 6 pays qui vont faire, je dirais, à court terme, l'avenir de l'IA en Afrique. Donc, on a l'Afrique du Sud. Bon, historiquement, hein, c'est évidemment la première économie africaine. Et donc, les gros acteurs, Microsoft, Google, Amazon, etc., ont investi dans des data centers. On a le Kenya, voilà, la savane, la Silicon savane, et c'est eux qui drivent aussi, ils sont à la pointe des investissements dans les secteurs dont je parlais, avec notamment des incubateurs, hein. Ils incubent des startups et avec une forte culture startup en fait au Kenya. Euh, le Nigeria, qui n'est pas à l'est d'ailleurs, mais il fait partie des 6 indiqués, euh, évidemment avec une population qui, quels que soient les secteurs, en fait un acteur absolument majeur, même s'il y a quand même des difficultés d'accès et des freins à l'investissement qui sont liés au mode de fonctionnement dans le pays. Ceux d'ailleurs qui sont intéressés par spécifiquement ce pays et la situation taxe légale et réglementaire dans ce pays, prenez contact avec moi puisque nous avons fait une étude très précise là-dessus pour un grand constructeur automobile européen. Je vois que Cherk, là, tu nous as rejoint et tu sais de quoi je parle. Alors, il y a l'Égypte aussi, c'est un pays qui est véritablement avancé sur la techno, notamment avec ce fameux projet de nouvelle capitale qui tire beaucoup les investissements. Et puis également dans le domaine de l'enseignement, il y a des choses à faire avec évidemment les Égyptiens. Le Rwanda, historiquement, avait un positionnement IT. Euh, Bon, notamment, ce que j'ai noté et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se positionnent comme les promoteurs des sandboxes. C'est donc on va dire, le processus technique de collaboration entre les pays, ça peut être entre 2 pays et ça peut être au sein d'un secteur aussi, faire collaborer donc les acteurs qui vont mettre en commun un certain nombre de ressources, de savoir-faire, de moyens. Donc, avec des processus qui sont voilà, en cours de mise en œuvre et qui fonctionnent. Et puis le Maroc, alors je ne sais pas si certains enfin, le savent, mais moi j'ai un lien particulier avec le Maroc parce que j'y ai habité longtemps. J'y garde beaucoup d'amis. Le Maroc, cette année, en janvier 2026, a lancé officiellement
une AI made in Morocco sous l'impulsion. Donc, évidemment, c'est toujours de l'État. Vous voyez, c'est cohérent avec ce que on disait. Et il y a au Maroc à la fois un capital humain très significatif qui peut supporter évidemment cet effort-là, et également des acteurs majeurs qui sont capables aussi d'investir, comme les grandes banques au Maroc et également nos amis de l'OCP. Je dis nos amis parce que nous avions, avec l'ACP, eu des discussions avec eux. Voilà, donc évidemment, tous ces pays, on est ouvert parce qu'on a des accès en tout cas une certaine connaissance, dans certains plus que d'autres, hein, clairement, mais tous ceux qui sont intéressés, évidemment, pour avancer ou qui ont des projets en relation avec ces pays, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager en début. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je propose en fait maintenant de passer. Bon, s'il y a des questions, je pense que bon, moi, c'est plutôt aux intervenants experts que j'aimerais que vous les posiez. Si vous avez des questions sur ce que j'ai pu raconter, on le fera, si vous voulez bien, à la fin, dans le dernier quart d'heure, 20 minutes, si vous voulez bien. Alors, Alain, euh, donc j'ai le plaisir de te passer la main. Alain, comme je ne sais pas si vous étiez au début en fait, mais Alain est donc un expert de l'IA et il est multi-expert d'ailleurs et il a vraiment, je dirais, à la fois des idées, mais aussi des réalisations à nous faire partager sur notamment le sujet de comment améliorer la prise de décision, améliorer le fonctionnement euh, dans l'entreprise. J'en dis pas plus, Alain. Je te laisse, si tu veux recadrer ce que j'ai dit, n'hésite pas. Et peut-être redis un petit peu ce que je te propose, puisque vous savez que vous avez noté que ce webinaire, hein, bien sûr, il est enregistré, même si on n'est pas 40 autour de la table, il y a 15 prévus, bon, il y en a 9 qui sont là, mais il y en a plusieurs qui risquent de venir. Il a vocation à être diffusé ensuite. Donc voilà, c'est bien que ceux qui auront le replay sachent aussi à qui ils ont affaire. Donc je te propose de te représenter pour notamment les participants actuels, mais aussi ceux qui visionneront plus tard le replay. Très bien. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, Alain Aboukinan, donc, pour brièvement me présenter en préambule, donc j'ai deux casquettes principales, celle d'être dans l'enseignement et la formation, et la deuxième dans le domaine du conseil. Donc, l'enseignement et la formation, j'interviens sur des domaines comme les sciences économiques et sociales et tout ce qui est lié au domaine du numérique. Et dans le cadre de mon activité de conseil, donc c'est là où j'imagine même une nouvelle formulation en termes de conseil, qui est architecte de souveraineté cognitive. L'idée étant eh bien d'être à la synthèse, non pas juste du conseil seul, mais de plusieurs grands domaines d'action et d'activité, comme le conseil, le coaching, le mentorat, le tutorat, et montrer qu'en fait il y a une convergence, hein, justement, avec ces différents sujets qui, avec l'avènement de l'IA et son développement tel qu'on le vit aujourd'hui, trouve une nouvelle cohérence et un nouveau raisonnement. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais présenter le projet d'aujourd'hui. L'idée, c'est de montrer qu'on peut utiliser peut-être autrement l'IA et qu'elle peut être un acteur complémentaire et pas juste anecdotique. Et c'est ça que je vais essayer de rendre intelligible et à la fin, en fonction du temps qui me resterait, eh bien, on pourrait peut-être même parler d'un exemple que Jean-Pierre et moi, on a eu tout spécialement. Donc, on verra en fonction du temps que nous aurions. Donc, pour partager, je vais voir pour partager mon écran. Tu peux le faire. Juste avant de le partage, en fonction du temps, je partage pas le même document. Là, tu m'accordes, j'ai quoi? J'ai à peu près 10 minutes ou un quart d'heure? Oh, tu peux prendre un quart d'heure. Tu peux prendre un Ok, quart bon, d'heure. bah, je partage Parce que mon document un peu plus long ouais, alors. ouais, vas-y. Bon, on se donne jusqu'à 12h30. Voilà. Donc, Très bien.
Alors, dans quelques instants, normalement, vous devriez voir mon écran, si c'est pas déjà le cas. C'est fait. Nous le voyons, nous le voyons. OK, parfait. Alors, donc je vais aller sur ce document-là. Donc, l'idée, c'est de travailler en intelligence collective. Donc comment donc cette intelligence collective distribuée va pouvoir être, mis au cœur de nos réflexions. Donc dans ce cadre-là, l'idée, c'est, de se poser tout bêtement, un préambule. Combien de réunions est-ce qu'on a assisté auxquelles, en fait, elles ont piétiné pendant des heures et des heures et on s'est dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? J'aurais mieux fait d'être ailleurs», ou, on a passé des heures et des heures pour, au final, que la montagne ait accouché d'une souris. Donc, c'est une des réalités malheureusement qu'on a régulièrement, surtout dans des projets, donc se dire que, toutes les réunions qu'on a passées, n'ont pas été vecteurs de création de richesse ou de valeur ajoutée. Donc comment est-ce qu'on peut peut-être optimiser ça? Donc, l'idée, en fait, c'est pas de se dire que dans la pièce, il y avait pas les bonnes personnes. Il y avait sûrement les bons talents, les bonnes personnes nécessaires. Au niveau de leurs capacités, on remet absolument pas du tout les capacités des uns et des autres. Ils ont leurs méthodes, leurs outils, leur vision. Donc, en fait, le vrai problème qui se pose à ces moments-là, c'est que le temps que chacun ait avancé et le temps que chacun se soit exprimé, le temps que on arrive au bon moment, au bon rythme, donc qu'on ait pris la bonne direction, et ben, ça fait déjà plusieurs heures qu'on est ensemble. Alors, c'est pas mal en soi au niveau humain, mais par contre, c'est vrai qu'en termes de nécessité, d'exigence, dans un monde qui n'arrête pas de changer, c'est peut-être plus le modèle qui serait nécessaire à garder et à développer. Donc mécaniquement, il y a 3 points clés qui ressortent, hein. C'est qu'on a tendance à réfléchir de manière séquentielle en groupe. On réfléchit donc par ces séquences, donc qu'est-ce qu'il y a comme problème? Eh bien, c'est-à-dire qu'on est obligé que chaque séquence se soit terminée, avant d'en commencer une autre. Chaque acteur, structurellement, ne voit qu'une partie dans son domaine d'expertise et on voit pas donc la vue d'ensemble ou très difficilement. Et quand enfin on y arrive, eh bien ça fait tellement de temps qu'on a passé ensemble, on est fatigué, les énergies sont plus là et quand il faudrait, vraiment avoir de l'énergie pour passer à la solution, en fait on a tellement passé de temps et d'énergie sur le fait de poser les choses, qu'au final en 2 minutes on est en train d'essayer de régler l'affaire, quoi. Donc c'est pour ça que l'idée c'est de dire c'est: «Est-ce qu'on peut pas penser autrement? Est-ce qu'on peut pas faire autrement?» et renforcer en fait les expertises des uns et des autres. Donc c'est là où, l'IA, si on arrête de la penser telle qu'elle a été pensée jusqu'à présent, comme un super assistant, donc un bel outil qui est capable de faire des notes de séance, qui est capable de rédiger à notre place des choses, voilà. Il faudrait peut-être le penser Il n'y a pas de comme problème. un quatrième acteur, donc qu'il rentre en présence. Donc, ce quatrième acteur qui serait dans la pièce, à quoi est-ce qu'il servirait? Quel serait son avantage? Quelle serait son utilité? En fait, il y a 4 axes forts sur lesquels on pourrait, poser l'accent. C'est la notion d'absorption. C'est-à-dire que l'intérêt donc d'une IA, c'est qu'elle est capable donc d'absorber donc des choses contradictoires, en apparence en tout cas, ou qui vont aller, travailler sur des champs qui semblent ne pas être tout à fait en lien les uns avec les autres et pouvoir donc s'en imprégner, donc fortement en quelques instants. Donc c'est sa capacité à gérer un grand nombre, d'informations. À partir de ces informations, cette logique d'identification, donc c'est, quels seront les éléments donc, qui peuvent être pertinents, les points de convergence, puisque ça c'est très important sur une des méthodes que j'enseigne, donc propriétaire, donc qui est là fait pour identifier quels sont les axes sur lesquels on va poser les points clés d'action. Donc il va falloir, effectivement qu'il y ait des restitutions, donc c'est une synthèse, mais l'idée, je le répète, c'est pas un super assistant qui fait simplement un résumé de la réunion. Sinon, la valeur ajoutée de l'IA, sert pas à grand chose et pourtant c'est souvent comme ça qu'elle est vue. Donc la question, c'est la synthèse, mais c'est pas la synthèse juste la synthèse
du résumé, c'est la synthèse. Donc, se dire, voilà, j'ai synthétisé l'ensemble des échanges et on a identifié des éléments clés sur lesquels on va pouvoir travailler. Et c'est là où il y a l'accélération. C'est parce qu'en fait, on va pouvoir se concentrer sur le temps qu'on a qui est limité, sur les points clés sur lesquels on va estimer qu'il y a des points forts à travailler. Donc juste sans pour parler d'une autre méthode que j'ai, c'est ce que j'appelle la méthode Hollis, qui permet en fait d'identifier des points de convergence pour qu'en une action, on ait plusieurs actions qui soient générées. Donc c'est l'un des points forts que l'IA sur lequel peut nous aider. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important. Je prends l'exemple de l'usage du français. Je travaille beaucoup sur la francophonie, en particulier sur un projet qui me tient à cœur, Francophonia, euh, qui est de permettre à des locuteurs francophones de s'entendre. Parce que le problème, c'est pas d'employer les mêmes mots, c'est quels sont les sens que l'on va donner aux mêmes mots. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui viendrait de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui viendrait de Belgique ou du Québec, eh bien tout le monde parle français et tout le monde comprend ce que veut dire chaque mot. Mais si je prends l'exemple d'un terme évident comme allez, il faut travailler dans l'urgence, ben, chacun percevra le mot urgence totalement différemment. Et c'est pour ça qu'en fait, il peut y avoir des incompréhensions et des discours qui, parce qu'en fait, on a un moment où on a du mal à s'entendre sur les mêmes mots. Et c'est là où une IA peut être un atout, puisqu'en fait, elle n'a pas de préférence nationale, elle n'a pas de préférence linguistique au sens propre. Par contre, elle va pouvoir peut-être interpréter certaines finesses de langage et les rendre un peu plus intelligibles à tout le monde pour créer sur la même base de la même langue, le français, eh bien, un langage commun donc qui va permettre à des gens qui vivent dans des cultures différentes, bah, peut-être se dire ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et c'est ça qui va être intéressant en fait dans la réflexion. C'est là où bah, peut-être qu'on prendra peut-être un peu plus le temps d'en parler après avec Jean-Pierre, c'est que en fait on a réussi en quelques heures à abattre un travail mais colossal. C'est-à-dire qu'en fait ça aurait pris des semaines, alors pas des semaines de travail 24 heures sur 24, mais c'est-à-dire que ça aurait été des semaines de réflexion pour pouvoir en fait arriver à la fin à créer ce qu'on a produit en quelques heures. Et l'idée, c'est que on va pouvoir, j'insiste, travailler sa dimension du temps, et c'est là où l'intelligence artificielle va nous être utile, c'est pour réinterpréter le temps, repenser le temps et se positionner autrement face au temps. Parce que le temps, c'est l'élément qui nous manque tous, donc c'est le plus précieux. Donc c'est là où on doit trouver des éléments, des moyens de travailler, non pas juste plus vite, mais mieux. Donc, c'est là qui est important, c'est cette notion de profondeur. Parce que juste j'ai travaillé vite et j'ai un résultat qui est vite, oui, mais bon, si ça casse pas une patte à un canard, je veux dire, ça sert à rien d'avoir travaillé vite, quoi. Donc, l'important, c'est de se dire: «Est-ce que ce que j'ai produit en ce temps si court a une valeur ajoutée qui n'aurait jamais été atteinte, même si on y avait travaillé 2 ans?» Enfin, j'exagère, mais 6 mois, hein. Donc c'est ça l'idée. Donc maintenant, l'idée c'est que ce qu'on est en train de dire, c'est pas de la magie, c'est pas la boîte noire de l'IA où on dit: «On met ça dedans, on secoue et on sait pas trop ce qui sort». C'est complètement de travailler à une logique donc de méthodologie et c'est là en fait où je vous précisais que j'ai travaillé avec plusieurs, méthodes propriétaires intégrant et ou pas l'IA. Parce qu'en fait l'idée c'est pas qu'elle nous remplace, c'est qu'elle vienne nous compléter sous certains points clés. Et donc, on va être sur cette logique d'amplification mutuelle. Comment il peut y avoir une résonance entre les actions humaines et les actions cybernétiques. Donc, comment tous ces logiques, toutes ces dimensions-là peuvent être développées. Et c'est ça qui va être intéressant dans cette mutualisation. L'objectif, c'est de pouvoir élargir les angles de couverture. C'est-à-dire que au lieu de regarder à 20 degrés, on regarde à 180 degrés. Et peut-être qu'à terme, on regardera à 360 degrés. Mais l'idée, c'est de se dire que on se retrouve avec une capacité à pouvoir voir plus large que ce qui était le fait de ce que nous faisions avant. Ça ne nous remplace pas, hein, j'insiste. Hein. C'est juste, ça nous donne à nous une vision plus large. Hein. Donc c'est une solution augmentée. C'est ça l'idée.
C'est comment est-ce qu'on va avoir au final une solution qui amène un résultat supérieur. Donc, puisqu'on s'intéressait tout particulièrement au lien Europe-Afrique, donc j'avais tout simplement donc initié qu'il pourrait y avoir quelques frictions culturelles, parce que si on associe une langue, une culture, une langue, c'est bien chacun des pays d'Europe et d'Afrique qui peuvent même être francophones, francophiles, eh bien, comme ce sont des cultures différentes, c'est que ce sont donc bien des usages du français différents. Donc, la différence culturelle, si on reprend Saint-Exupéry, frère, si tu te diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc, c'est là où il va falloir travailler sur cette différence culturelle comme un atout cognitif, et j'insiste sur cette dimension-là d'intelligence. Donc, l'intelligence collective, donc, devient une capacité opérationnelle. Donc c'est-à-dire que c'est plus on suppose, oui, on va faire quelques réunions, on va faire quelques usages d'outils un peu amusants, des serious games, tous ces trucs-là. Non, non, on va aujourd'hui rentrer dans donc une approche donc structurante. Et c'est ça qui est important, et il va falloir structurer notre domaine cognitif. Donc tout comme on a structuré nos environnements géographiques, nos environnements législatifs, nos économiques, tout ça, eh bien aujourd'hui, on doit donc structurer notre environnement cognitif. Et cet outil que nous avons, eh bien, c'est comme quand on se déplace, on va par exemple de France au Maroc. Alors, je cite le Maroc spécialement parce que j'y suis né. Mais pourquoi? Parce que ben, on n'y va pas en voiture. Quand on veut y aller pour une réunion qu'on a le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'avion. Donc même si on peut prendre la voiture, même si on peut y aller à pied, et puis on peut dire eh ben, je peux même nager le détroit de Gibraltar, ben, on va jamais penser le faire. Pourquoi? Ben, parce que ça prendra trop de temps. Donc aujourd'hui, donc si dans l'environnement matériel, physique, on comprend qu'il faut prendre des véhicules, eh bien dans l'environnement cognitif, il faut aussi prendre des véhicules. Donc en fonction du trajet qu'on veut faire, ben, on prend pas le même véhicule, on prend une trottinette, on prend une voiture, on prend un avion, mais on prend un véhicule pour se déplacer. Et c'est là où, et ben, de la même manière, avec l'intelligence artificielle, eh bien, on va utiliser plusieurs types de véhicules différents en fonction des objectifs que l'on a. Voilà. Donc c'est cette action structurante, ces projets structurants qui sont la clé qu'on propose. Et donc, pensons ensemble. Donc si on devait résumer, l'objectif, c'est pas de penser plus fort, c'est pas de penser plus longtemps, c'est de penser plus intelligemment, de manière collective. Et c'est là où ça aborde une autre notion sur laquelle je suis très attentif, c'est ce que j'ai appelé l'intelligence distribuée, parce que, eh bien, il va falloir distribuer l'intelligence, la faire tourner comme un flux, et que de cette distribution et que de ce flux, eh bien, il ressorte quelque chose qui n'aurait jamais été s'il n'y avait pas eu ces échanges humains et machines. Voilà. Donc c'était un petit peu ça l'idée de la présentation. Jean-Pierre, bah, je te remercie une fois de plus de m'avoir permis de m'être exprimé sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, s'il y a des questions, je resterai bien volontiers disponible. Je pense que, alors je ne sais pas si on peut prendre peut-être, oui, oui, des questions maintenant, je ne sais pas si Stéphano est arrivé. Euh, je ne sais pas. Euh, je ne le vois pas. Donc du coup, je pense qu'on a le temps pour des questions. Euh, alors, moi, j'ai peut-être une question là tout de suite qui me, comment dire, qui me vient à l'esprit sur la transformation. Est-ce que c'est un outil qui permet de transformer les entreprises, à ton avis, cette approche-là, donc d'avoir une action, je dirais, plus structurée sur l'environnement cognitif et donc l'intelligence collective. Est-ce que c'est un outil de transformation d'après toi? Euh, Alors, je vais te répondre en deux temps. Est-ce que l'IA va transformer? La réponse est non. C'est pas l'IA qui transforme. Ce qui transforme, c'est la façon dont les humains vont penser et vont intégrer différents outils, dont l'IA.
Donc si l'organisation ou les organisations n'acceptent pas cette transformation de la pensée, que les directions et les opérationnels ne fonctionnent pas du tout de la même manière et que pourtant il faut créer des alignements et que ces alignements ne pourront être augmentés que grâce à des outils modernes comme par exemple l'IA, eh bien là oui, il peut y avoir effectivement des changements. Mais simplement se dire: «Je mets un outil, ça y est, l'organisation elle change», c'est une hérésie. Ouais, c'est une hérésie. Oui, Euh, Est-ce que c'est aussi... je voudrais, Pardon. Jean-Pierre, enchaîner là-dessus. Je pense effectivement, pour avoir travaillé pendant de nombreuses années dans une grande structure, le problème est effectivement non pas l'outil, mais la résistance au changement des gens qui vont pouvoir éventuellement manipuler cet outil et qui se sentent... ça me fait repenser, vous savez, au début de l'informatique en France où les principaux des micro-ordinateurs, où les principaux les Acteur. principaux ennemis, j'allais dire, le principal obstacle à l'introduction était justement les cadres, les managers, parce que ils estimaient, enfin, ils sentaient bien que, en fait, leurs secrétaires en sauraient plus qu'eux dans l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Et donc, ça n'est passé au stade supérieur qu'à partir du moment où on a apporté les laptops, hein, les ordinateurs portables, où tout d'un coup l'ordinateur est devenu une espèce de status symbole pour les cadres qui pouvaient s'en servir dans le TGV ou dans l'avion. Encore une fois, pour avoir vécu ça dans des grandes organisations, le problème c'est la résistance extrêmement importante au changement d'un certain nombre d'échelons hiérarchiques qui sont évidemment remis en cause par l'utilisation de tels outils. Donc, tu disais en fait aussi, en fonction du problème que j'ai, je vais choisir un véhicule IA adapté. Donc, euh, est-ce que ça, justement, aujourd'hui, on est dans la réalité? Moi, ce que je pense, c'est que on est loin de ça. Il y a des tentatives de proposer des outils communs ou qui vont intégrer différents IA génératifs, par exemple, où je vais retrouver euh, eh bien l'accès à ChatGPT, à Gemini, à Claude, etc., à tous les outils les plus utilisés, en payant un abonnement à un agrégateur, d'une certaine façon. Cette logique d'agrégation, moi, c'est ce que je vois. Je connais des entreprises qui font ça. Alors, est-ce que c'est pas une réponse aussi au problème que tu posais? Tu vois, ces logiques, ces outils d'agrégateurs qui Mhm. permettent, bon, ben, en fonction du problème que j'ai, d'aller choisir. Bon, ben, ChatGPT, tu as des classements qui sont faits là en permanence tous les jours sur utiliser ChatGPT pour une recherche d'infos structurées, utiliser X pour des calculs, pour les images, évidemment, aller utiliser tel, etc. Alors, est-ce que tu vois, ça répond pas, ces agents Alors, intégrateurs, enfin ces outils agrégateurs ne répondent pas au problème que tu posais. en fait, c'est pour ça que j'insistais sur les différents usages de l'IA et en fonction de qui va les utiliser. Heu, Là, si je reste dans la logique de comme on l'abordait là sur l'approche de gestion de projet et de gestion de projet avec des personnes sachantes, la question va être de se dire: «Comment est-ce que ces personnes sachantes vont pouvoir utiliser l'IA à leur profit?» Parce que là, ce que tu es en train de souligner, c'est que des opérationnels qui, on n'attend peut-être même pas forcément d'eux qu'ils aient un trop gros niveau d'expertise, d'expérience ou de capacité, qui puissent avoir un outil qui les accompagne pour travailler plus sur donc la conformité au niveau des réponses clients ou des choses comme ça. Maintenant, donc c'est pour ça qu'en fonction du besoin ou des besoins, on n'utilisera pas l'IA de la même manière. Et c'est pour ça que la réflexion telle que je l'ai eue précédemment, l'objectif c'était de montrer que elle ne vient pas remplacer l'action humaine en disant: «Bah, voilà, la pensée à votre place, vous faites un copier-coller et vous envoyez ça et c'est bazardé». C'est pas du tout ça. Mm. C'est pour ça et tu soulignes un point très important que je constate même avec les étudiants que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai une partie des étudiants qui, utilisent l'IA, qui font du copier-coller. Tu leur poses des questions sur ce qu'ils ont copié-collé, ils ne savent même pas te dire ce qu'ils ont copié et collé.
Et quand Oui, tu oui, leur je poses des comprends. questions sur l'interprétation, Je confirme pour avoir donné des cours très récemment au niveau master, c'est tout à fait ça. c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand à un moment, quand les étudiants me disaient: «Oui, mais l'IA va me remplacer», antérieurement, je leur disais: «Mais non, mais non». Mais maintenant, je commence à me dire: «Oui, oui, oui». Parce que si tu n'es même pas capable d'interpréter, et de comprendre ce que tu as copié-collé de ce que l'IA a mis, donc là, oui, effectivement, elle va te Ah, on t'a remplacer. perdu, Alain, il faut que tu répètes. Ah, excuse-moi, allô? Tu dis si tu es même pas capable, si Oui, tu es ce que même j'ai pas capable de, Si tu en on fait, t'a perdu. je dis à mes étudiants, je leur dis: «Si tu n'es même pas capable de comprendre ce que l'IA t'a dit et tu n'as fait que lire le résultat» et ce qui arrive, je trouve, à beaucoup d'étudiants, c'est pas juste un cas isolé. Donc je leur dis à ce moment-là: «Oui, effectivement, avant, je disais que je ne pensais pas qu'ils allaient être remplacés. Maintenant, je leur dis: "Si vous faites ça, oui, vous allez être remplacés". Parce que Absolument. parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos capacités cognitives sont détériorées. Elles sont détériorées massivement. Et je leur donne un exemple, alors je me permets un exemple personnel. Une fois, j'avais ma fille qui regardait une vidéo sur TikTok, pour pas citer de marque, et qui, justement, riait à une vidéo qu'elle venait de voir. Alors je lui ai dit: «Bah, allez, pour pas mourir idiot, je vais quand même regarder au moins, une vidéo. Allez, montre-la moi». Et la vidéo, franchement, je l'ai pas trouvée drôle du tout. Je lui dis: «Bah, c'est pas drôle». Et après je lui dis: «Mais tu regardes ça pendant des heures?» Elle me dit: «Ah ouais, ouais». Je dis: «Bon». Et après j'ai dit: «Allez, raconte-moi une histoire drôle dont tu te souviens». Elle s'était incapable de se souvenir d'une seule histoire. Donc je dis: «Tu imagines, tu passes des heures et des heures et des heures à regarder des trucs nuls dont tu ne te souviens même pas». C'est parce qu'en fait, il y a une destruction structurelle cognitive et aujourd'hui, si on prend le militaire, donc le fait du militaire, on est d'abord dans des armées terrestres, maritimes, aériennes, spatiales, numériques et maintenant on rentre dans l'ère de la guerre cognitive où on travaille à la dégénérescence des capacités mentales de ses ennemis. Donc, quand on se retrouve à avoir un nombre de jeunes qui n'ont plus de capacité à faire des liens, puisqu'ils ont des attentions qui sont maintenues sur 30 secondes, 1 minute, et puis après ils ont un autre sujet, un autre sujet, un autre sujet, mécaniquement, on est en train de les détruire. Oui. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur qu'est-ce qu'on veut faire, avec qui, comment. Donc en fonction des objectifs que l'on a, eh bien, on n'a pas les mêmes réponses. Si c'est juste s'assurer de la conformité, que les réponses qui sont faites aux clients, je me retrouve pas avec des hérésies, fautes d'orthographe, inadmissibles, contresens ou, informations, complètement en décalage avec les attentes de l'entreprise, oui, à ce moment-là, je peux effectivement, privilégier des outils qui vont pré-répondre parce qu'en fait, j'ai de moins en moins confiance dans la capacité de mes collaborateurs à formuler une réponse cohérente. Mais si on est sur des vrais projets qui vont nécessiter des sachants, des personnes qui maîtrisent un ou plusieurs sujets, des experts, comment on fait dialoguer des personnes qui peuvent avoir des égos surdimensionnés? Et qu'à un moment donné, quand on va donc va faire qu'on va avoir des paralysés sur un projet. Donc il faut qu'on ait, donc des éléments transverses qui vont permettre de pouvoir créer les échanges et créer la valeur ajoutée entre ces cerveaux pour arriver à travailler sur des projets de plus en plus complexes. Et c'est ça. Hmm. Et c'est pour ça que j'insiste sur, en fonction des usages que l'on va avoir, eh bien, on va avoir des trottinettes ou des avions supersoniques. Alain, pour Est-ce que compléter ça, je... il y a quelques années de cela, TikTok n'existait même pas encore. J'avais écrit un article où je disais que ces réseaux sociaux sont aussi dangereux que l'alcool pour le foie ou la cigarette pour les poumons, sauf que l'addiction porte sur les cerveaux, donc c'est presque plus dangereux. Et pour illustrer ça, j'ai vu récemment un article qui était extrêmement intéressant, qui n'a rien à voir, mais a priori, mais qui indiquait que il y a eu une évolution dans les différents feuilletons américains télévisés, Netflix et autres, dans lequel on se rend compte que tout d'un coup, contrairement à avant, vous aviez tout le temps les héros ou les interprètes principaux qui rappellent ce qui s'est passé juste quelque temps avant. Et en fait, c'est lié au fait que
les gens ont maintenant un spectre d'attention qui est tellement limité à cause de à cause de ces vidéos, de ces reels, de ces vidéos extrêmement courtes, qu'il faut leur rappeler à chaque fois ce qui s'est passé avant, alors qu'auparavant, on n'avait pas besoin de le faire. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que on entre dans une nouvelle ère et ça deviendra pas, comment dire? Ça va devenir une nécessité donc d'utiliser l'IA parce que toute cette tranche de jeunesse qui se retrouve à être privée de sa capacité cognitive et qui ne va pas la rattraper, pour une bonne partie, en claquant des doigts. Donc pour que les entreprises puissent continuer à créer de la valeur et à de la croissance, eh bien, elles vont devoir trouver des palliatifs à des employés qui sont moins capables. Et c'est malheureusement, ça devient une réalité. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que j'insiste sur la combinaison humain-machine, en disant que l'humain doit être renforcé dans son usage, parce qu'il a une vraie valeur ajoutée. Simplement, aujourd'hui, on la méprise, on donne des diplômes, parce qu'en fait, on veut plus que personne ait des mauvaises notes, on donne des exercices qui sont de plus en plus faciles, parce que les capacités des étudiants sont de moins en moins bonnes. On demande de plus en plus à ce qu'on fasse de la gamification parce que les jeunes sont plus capables d'avoir pour une part donc un raisonnement construit. Donc on est vraiment dans une débandade importante cognitive. Et c'est pour ça que c'est très important. Alors, je reprends le titre que j'ai donné à mon activité, architecte de souveraineté cognitive. C'est pas architecte de souveraineté d'IA, hein. C'est Bien sûr. notre architecture à nous. Donc on doit renforcer nos capacités intellectuelles structurantes pour que les IA et autres outils qu'on aura dans le futur, eh bien, soient des outils. Voilà. Ah, Alain, tu as une question de Jean-Louis Gaillard qui dit Oui. merci beaucoup. Est-ce que tu as une illustration de la méthode et des outils Alors sur le dont tu principe, oui. parles et comment tu concrétises en fait, tu vois, Alors comment tu mets en œuvre en fait ce que tu disais. alors Je sais pas sur si le tu peux. principe, oui, mais c'est vrai que je sais pas vu le temps qu'on a, si Non, mais il ne s'agit pas de présenter peut-être alors ce oui, que je vais faire, c'est les que outils, je vais mais très il simplement serait bien que répondre. tu illustres, Ouais, je vais si très tu peux, simplement répondre. J'ai créé 2 outils, 2 méthodes. Une que j'ai appelée, Leadership 8 dimensions et une autre, la méthode Hollis. J'ai insisté sur le fait qu'il y a une dichotomie entre les directions et les opérationnels. Donc il faut pouvoir permettre aux directions de pouvoir garder leur vue, stratégique et politique et qu'elles puissent avoir des moyens de parler avec les opérationnels. Donc il faut permettre aux opérationnels, même s'ils comprennent peut-être pas toute la stratégie, toute cette dimension-là, d'avoir des choses qui leur correspondent et qui leur permettent de pouvoir réfléchir, de manière convergente avec les objectifs de la direction. Donc la méthode, leadership 8 dimensions, donc j'ai restructuré l'approche cognitive en 8 dimensions. Comment ces 8 dimensions existent, coexistent et comment elles s'intègrent en de, des flux de transformation d'idées et de transformation en action. Donc c'est comment transformer les flux intellectuels en idée structurée et d'une idée structurée, comment la transformer en axe d'action à mener. Une fois que ces actions, ce premier champ donc structurant est fait au niveau des directions, l'idée c'est de retravailler au niveau du réseau des cadres moyens et des alors quand je dis direction, c'est haute direction et, et cadre dirigeant. Par contre, quand on va être sur la méthode Hollis, même si elle peut inspirer la direction, c'est plutôt pour les cadres intermédiaires et les opérationnels, où l'idée va être de les aider à reprendre de la capacité cognitive pour pouvoir en fait arrêter de simplement courir. Parce qu'aujourd'hui, quand on est avec des humains qui sont en train de courir, courir, courir tout le temps, la seule chose qui se passe, c'est qu'à la fin, ils sont crevés, mais qu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Donc comment arrêter de les faire courir? Donc l'idée, c'est de se dire sur tout ce qui peut être fait, eh ben on fera pas tout. Donc qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être décidé d'être fait
pour que les actions qui vont être faites atteignent un maximum d'effets dominos, pour qu'il n'y ait pas juste une résultante pour une action, mais qu'il y en ait plusieurs, et qu'on fasse des choix éclairés sur les actions à mener. Et c'est ça, cette méthode LIS, qui permet en fait de créer le double alignement direction opérationnelle, et, et tout ça sans intelligence artificielle. Donc si en plus, et j'insiste, si en plus on rajoute les outils adaptés, eh bien, avec une logique d'appropriation par les organisations, ben là on transforme. Là on transforme. Alain, je ne sais pas si Jean-Louis, tu veux intervenir, si ça répond, c'est une première réponse à ta question, mais on n'a pas le temps évidemment, de. Jean-Pierre, est-ce que je pourrais intervenir? Parce que je vais être Vas-y, vas-y, obligé. vas-y. Je suis désolé, je vais être obligé de vous quitter. Euh, Donc, juste est-ce que tu as une question? Tu as une question, Bernard? euh, je- une réaction par rapport à ce que vient de dire Alain. C'est plus une réaction qu'une question. Donc, juste deux mots de présentation parce que tout le monde ne me Très connaît rapidement, pas. Bernard, parce qu'on a une intervention après. Mais vas-y, Ben, vas-y. oui, Vas-y, mais vas-y. moi, dans 5 minutes, je m'en vais. Euh, Juste pour que au moins Alain me connaisse, je suis Bernard Gros, donc je suis ancien universitaire, j'étais encore en activité il y a 3 ans et demi, et actuellement je préside une petite société qui s'appelle Produit du Consultant, qui fait de l'ingénierie éducative et de la formation à l'international. Et donc ce que vous venez de dire résonne particulièrement en moi, pour deux raisons. D'abord, parce que je suis universitaire et que j'ai passé les dernières années de ma carrière à essayer d'expliquer aux étudiants comment utiliser intelligemment Internet. L'IA n'était pas encore en émergence comme aujourd'hui, hein, j'ai arrêté en 2022, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'étais encore enseignant-chercheur comme je l'étais à 3 ans et demi, je passerais mon temps à expliquer aux étudiants comment utiliser intelligemment l'IA. Et donc, je comprends parfaitement ce que vous dites quand vous parlez de votre approche avec les étudiants de master. Ensuite, dans notre activité produit consultant, notre raison d'être, c'est de réunir des experts de haut niveau, souvent, qui ont de très très bons CV, pour les faire tous participer à des projets internationaux communs, essentiellement en formation. Et ils ont deux particularités. Ils sont de cultures professionnelles différentes. Certains viennent de l'université, d'autres de l'entreprise, et ils sont de cultures nationales différentes. Et donc, ce que vous avez dit me touche énormément j'en ressens instinctivement, je dirais, l'intérêt. Donc, j'ai été très attentif à ce que vous avez dit. Je souhaiterais je vais être obligé de vous partir là. Je suis désolé, je vais être obligé de vous quitter, mais je pense que On organisera la suite. voilà. Bernard, compte Je- sur moi pour faciliter la suite des événements. ouais. Merci à toi Ce pour ton sera avec intervention. plaisir. Merci Merci beaucoup. Alain. Peut-être un mot. Enfin, je propose que si on a le temps à la fin, tu puisses reboucler. Et Jean-Louis, je pense qu'il y aura évidemment. Tes questions montrent qu'il y a, je dirais, des projets à imaginer avec Alain pour la suite, en fait, et pour avancer avec les uns et les autres sur différents sujets. Je propose maintenant de passer la main, si tu veux bien, Alain, arrêter le partage. Voilà. Et donc, ce que je voudrais maintenant, c'est vraiment que Georges puisse prendre la main pour présenter pas seulement son expérience et son expertise qui est grande, mais aussi sa vision sur le sujet de l'IA et de l'appui au développement international et voir comment, en fait, l'IA peut être aujourd'hui organisée, pensée, mise en œuvre pour faire quoi, pour répondre à quel type de besoins et voilà, dans quelle logique, avec quelle bonne pratique euh, ça peut se passer. Donc, Georges, je te donne la main. Vas-y. Merci beaucoup. Euh,
Moi, j'ai une je ne suis plus tout jeune, donc j'ai une très longue expérience. J'ai beaucoup travaillé pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris dans différents domaines, l'entrepreneuriat, les études, mais surtout l'information économique. J'ai été un des pionniers de l'Internet en France le début des années 90 et j'ai terminé mon activité en tant que directeur des partenariats et des coopérations internationales. Et depuis ma retraite, j'ai une activité d'expert, notamment auprès des organisations intermédiaires telles que les agences gouvernementales, les chambres de commerce, les associations professionnelles, toujours axées vers le business. Et de la même manière que j'ai œuvrait dans le domaine de l'utilisation de l'Internet dès le début de l'arrivée de cet outil. J'ai la même approche par rapport à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire essentiellement une approche sur la manière d'utiliser ces outils dans l'entreprise. Alors, je rappelle tout d'abord, pour être bien clair là-dessus, que quand on parle de l'IA, moi, je me réfère toujours à ce jeu que certains parmi nous ont connu, pas tous, Pac-Man, vous savez, ce petit machin jaune qui était en train de bouffer des petits points dans des labyrinthes. Eh bien, l'IA construite aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est une espèce de rond jaune qui est en train de manger les données qui sont disponibles et qui les recrache ensuite sous une forme plus ou moins intelligente. Donc, quand on parle de l'application de l'IA dans l'entreprise, on a deux domaines tout à fait distincts. La première, c'est une IA fermée, où on travaille sur un corpus spécifique de données. Euh, qui sont bien définis, qui sont a priori validés ou qui sont les données qui sont disponibles dans l'entreprise sans être polluées par quelque chose venant de l'extérieur. Et puis il y a celle dont on parle le plus souvent, le chat GPT et autres. D'ailleurs, on met toujours en avant chat GPT. Je rappelle quand même que c'est Perplexity, que c'est l'outil euh, d'Anthropic qui est aujourd'hui Claude qui est aujourd'hui le plus important sur le marché. Donc, l'IA ouverte, c'est évidemment tout ce qu'on trouve sur l'Internet. Hein. Avec tous les problèmes que cela pose en termes de validation de données, de l'autoproduction, et je donnerai quelques exemples tout à l'heure, les infox, et je ne parle même pas des droits de réutilisation de ces données ou de la confidentialité. Mais juste pour vous donner un exemple sur ce que j'ai appelé les infox, les fake news, c'est quelquefois même pas quelque chose qui est voulu. Et l'exemple le plus typique est ce qu'on voit dans le domaine des publications scientifiques qui sont parues dans les meilleures revues telles que Lancet ou Nature, et qui, quelques années après, sont retirées parce que elles ne sont, le processus intellectuel qui a mené à leur publication n'était pas un processus valide de manière voulue ou pas voulue, peu importe. Hein. Sauf que ces données qui ont été retirées des revues Nature ou Lancet, elles ont été, pendant la période où elles ont été disponibles, elles ont été reproduites dans d'autres publications où, évidemment, elles n'ont pas été retirées. D'accord? Et donc, ces données-là, elles continuent à circuler et elles continuent à apparaître dans ce que l'intelligence artificielle, l'outil d'intelligence artificielle va digérer. Bien. Alors, Alain en a parlé. Aujourd'hui, on a des utilisations très, très diverses, le codage, la création d'images, les applications internes avec Copilot, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi, je vais focaliser plutôt sur l'utilisation générale de recherche d'informations, de rapports, d'élaboration de rapports et de synthèse. Et dans ce domaine, aujourd'hui, vous avez quatre outils essentiels. C'est ChatGPT, Perplexity, Claude et le chat. À ça, on peut ajouter Grok. Et tiens, je croyais avoir ajouté DeepSeek. Mais Grok, c'est l'outil
de notre ami Elon Musk. DeepSeek, c'est l'outil de nos amis gouvernementaux chinois. Ce sont des outils qu'on peut utiliser, évidemment, mais qui sont très orientés et dont le résultat va être encore euh, plus mis en cause parce que ils ne vont aller que dans certains domaines limités de l'Internet pour ressortir uniquement ce qui correspond à leur vue de la situation. Donc aujourd'hui, quand on est amené, même en tant qu'utilisateur, vous savez, nous sommes tous des boomers, paraît-il, et nous sommes, je ne sais plus quel spécialiste de l'IA a dit que nous, les boomers, on utilise l'IA comme tout simplement comme un Google amélioré. Hein, c'est pas tout à fait faux. Alors vous me direz, quid de Gemini? Je l'ai pas mis, Gemini, effectivement, j'aurais dû mettre Grok, DeepSeek, Gemini. Je ne veux pas utiliser Gemini tout simplement parce que là aussi, il y a un biais, c'est-à-dire que c'est l'outil de Google, donc il met en avant les informations qui apparaissent les plus fortement dans Google. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui est important. Alors, je vais passer un peu plus vite sur tous ces slides, ces premiers slides, parce que d'abord Alain en a parlé, et puis on a quand même une idée, mais je voulais quand même rappeler un petit peu les grands traits. Aujourd'hui, on parle surtout de l'utilisation de l'IA en entreprise pour tâcher d'accroître l'impact et l'efficacité de l'organisation. Et ça, dans tous les domaines. Dans l'informatique, hein, j'ai donné quelques exemples, avec notamment le codage. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire, mais avec l'IA, et il s'agit de Claude, hein, c'est Claude qui est le mieux placé pour les codages, enfin, dans les généralistes, et qui disait, moi, avec Claude, je vous fais un site web de professionnel pour 100 euros. Hein. Et je rappelle que il y a simplement à faire attention à une toute petite chose, comme avec les logiciels libres, mais là on est dans une dimension qui est démultipliée. C'est qu'est-ce qui se passe quand la personne qui a fait le codage a disparu? Elle est partie ailleurs ou elle n'est plus là ou elle a changé de job. Et le problème de la documentation de ce que vous êtes en train de faire en termes de codage devient absolument essentiel parce que dans la mesure où tout le monde peut coder et n'importe comment, hein, bah, il vaut mieux garder une trace de ce qui a été fait parce que si demain il y a un problème, et que la personne n'est plus là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est déjà le cas avec les logiciels libres, mais ça devient encore plus important là. Bon, personnaliser, humaniser la relation client, j'y reviendrai parce que c'est un des domaines les plus importants. Bon, et puis vous avez le financier et le comptable, le marketing, la communication et la RH. Mais surtout, encore une fois, relation client, marketing et communication, c'est là où le plus souvent cela joue, à condition effectivement d'avoir mis en place une GRC et donc une gestion de la relation client et une IA fermée qui permet de travailler sur les données clients de l'entreprise sans nécessairement les polluer, entre guillemets, avec des données venant de l'extérieur. Et je vais vous donner un exemple là-dessus. Il se trouve que je suis depuis très longtemps un client de SFR. J'ai déménagé et là où je suis, dans un immeuble qui est fibré en plein milieu de Paris, enfin presque en milieu de Paris, bah, tous les providers d'Internet, tous les fournisseurs d'Internet vous proposent la fibre, pas SFR. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai fait monter je ne sais combien de fois l'information à SFR en disant attention, il y a des travaux chez nous, on va défaire les câbles, donc vous allez perdre les 2 ou 3 clients qui vous restent dans l'immeuble. Eh bien, ils continuent à m'appeler toutes les semaines, tous les 10 jours, pour me dire, êtes-vous content de la situation? Est-ce que nous vous donnons un bon service? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous voulez pas acheter un nouveau téléphone? Etc., etc. Et à chaque fois, je leur remonte l'information, ils me disent, ah, mais on va remonter votre information, et rien ne se passe, bien évidemment. Vous voyez, donc, le fait de pouvoir euh, analyser en profondeur
Et pas seulement pour les grands, parce que l'intérêt de l'IA, c'est que vous n'avez plus besoin de structurer les données de votre base de données, notamment pour les mails. Une analyse des mails des clients, des demandes, des réclamations, c'est une des utilisations les plus basiques d'un outil d'IA interne. Et vous pouvez faire ça avec un copilote, hein, sans aucun problème. Mais encore faut-il, et je reviens à ce qu'on discutait avec Alain tout à l'heure, encore faut-il vouloir le faire et vouloir en tirer les conclusions alors qu'on est assis sur une mine d'or d'informations. Alors, la relation avec les clients, j'ai mis quelques illustrations, l'utilisation des bots, l'individualisation, la fidélisation, les comptes rendus individualisés. C'est dans le B2B ou moi je vois ça beaucoup dans les associations. euh, il y a beaucoup de gens qui vous disent, mais moi je suis membre de l'association, mais qu'est-ce que j'en ai tiré? Ou je travaille avec votre organisation, mais j'en ai aucun bénéfice de votre organisation. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens qui vous disent ça ne sont pas ceux qui utilisent vos services. Voyez? Et donc, si vous avez une meilleure connaissance de ce qui se passe dans votre entreprise avec tel ou tel client, vous allez prendre des décisions qui sont bien meilleures. Euh, je n'insiste pas vraiment là-dessus parce qu'encore une fois, ce sont des choses que vous avez et puis c'est enregistré, donc vous aurez tout ça chez vous. La question qui se pose à ce niveau-là, c'est que si vous avez une banque de données, la GRC, interne à votre entreprise, avec des informations riches sur ce que vous faites avec chacun de ses clients, faut-il, notamment pour ce qui est des prospects, faut-il enrichir la connaissance de ces clients que vous avez déjà ou des prospects que vous recherchez à travers les données d'une IA ouverte? Et comment vous allez rapprocher ça pour éviter de polluer en quelque sorte vos données? C'est une question intéressante que pas beaucoup de spécialistes de la GRC se sont posés jusqu'à maintenant, mais moi je sens que c'est un des signaux faibles qui va venir bientôt. Hein. C'est tout simplement, vous avez des clients existants. Si vous regardez à l'extérieur de chez vous pour regarder est-ce qu'il y a des problèmes qui risquent d'arriver avec ces clients-là? Est-ce qu'il y a des signaux qui indiquent qu'il y a éventuellement des fragilités au niveau de ces clients-là qui peuvent indiquer que peut-être demain ils vont pas vous payer? Hein. Et quant à vos prospects, quels sont les clients qu'il serait intéressant peut-être d'approcher compte tenu de ce qui est en train de se passer sur le marché? Toujours dans le marketing, évidemment, la segmentation, la connaissance, encore une fois, on revient sur la connaissance des clients. Hein. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Quel est le niveau d'engagement? Quelle est l'analyse de leur mail? Quel est le retour sur les enquêtes, etc. Ce qui permet à la fois de faire des segmentations en termes de marketing comportemental, mais aussi de détecter des besoins. Hein, quels sont, finalement, c'est quand je disais tout à l'heure que vous êtes en train que beaucoup d'entreprises dorment et d'organisations dorment sur une mine de données, c'est parce que souvent, n'ayant pas exploité les retours de mails, ne les ayant pas, et ce que je comprends, parce que quelquefois vous avez des dizaines de milliers de mails, vous vous rendez bien compte que rentrer là-dedans, c'est peut-être pas le truc le plus amusant et le plus séduisant. En revanche, si vous faites passer une IA là-dedans pour déterminer qu'est-ce qui est le plus souvent demandé ou qu'est-ce qui est demandé qui ne fait pas partie de votre famille de produits, ça vous permet effectivement d'avoir une démarche de création de nouveaux produits, de nouveaux besoins et bien évidemment de nouveaux clients. Bon, là-dessus, sur l'efficacité de l'organisation, je pense que ce que Alain vous a dit tout à l'heure, c'est c'est exactement ça. Hein. J'ai
travaillé dans une organisation un peu administrative, hein, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. On parle beaucoup des shitty jobs. Hein, quand je peux vous parler que les shitty meetings, c'est quelque chose de extrêmement répandu et qui est un tue-temps, d'une chronophagie absolument extraordinaire pour arriver en général à rien du tout. J'insiste néanmoins sur quelque chose, c'est aussi que l'IA devrait permettre, cette fois-ci dans les plus grandes organisations, mais pas obligatoirement, à remettre à l'ordre du jour le knowledge management. Encore le knowledge management du personnel, le knowledge management de la clientèle, le knowledge management du secteur. C'est l'IA, encore une fois, et ça permet de faire beaucoup plus rapidement ce que on ne fait pas parce que c'est trop chronophage ou ce qu'on donne à des juniors en se disant ça, c'est en quelque sorte le bizutage pour eux de faire le peignage de ce type d'information. Alors, on a parlé d'Afrique, on va revenir là dans l'entonnoir, j'étais un petit peu dans le général, là je viens un petit peu plus vers le sujet. Et j'ai appelé ça export, en fait je devrais appeler ça exemple de commerce international, parce que bien évidemment ça s'applique de la même manière à l'import. Euh, Comment on peut l'utiliser et comment c'est déjà utilisé dans un certain nombre d'entreprises. Mapping concurrentiel, marché par marché, le diagnostic de l'intérêt d'un marché, analyse des statistiques des douanes, vérification des contacts et suivi des retours des délégations à l'étranger. C'est très important parce que combien de fois j'ai vu des délégations partir à l'étranger, revenir ensuite avec un tas de fiches contact ou de cartes de visite et qui dorment sur le bureau du directeur export ou du chef d'entreprise et prennent la poussière parce que personne ne les exploite. Dossier de veille concurrentielle, hein, et là, quelque chose qu'on faisait de manière, j'allais dire, artisanale presque du temps où j'étais à l'international, c'est d'aller visiter des foires, des expositions et de faire un rapport en revenant. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, vous prenez simplement l'analyse des publications de toutes ces foires, des expositions, des conférences, des congrès et vous en faites un résumé et ça vous donne quelques informations extrêmement valables. Et là, n'est-ce pas, Jean-Pierre, quelquefois, nous sommes-nous face à à une nouvelle concurrence, si j'ose dire, pour ce qui est du bas niveau de la valeur ajoutée. Et je ne parle pas de la traduction automatisée qui devient extrêmement importante. Alors, je voulais vous donner un exemple. J'ai eu un contrat récemment avec une organisation internationale qui m'a demandé de faire un screening sur 9 pays d'Europe en me demandant, dites-moi rapidement, quelle est leur situation économique, quels sont les secteurs porteurs et les plus dynamiques, quels sont les secteurs porteurs à l'export, quels sont les secteurs porteurs à l'import, quels sont donnez-moi une liste des entreprises, des PME les plus dynamiques à l'export, des PME les plus dynamiques en termes d'innovation, les organisations qui sont localement les plus à même d'organiser nous aider à organiser des réunions B2B avec des PME de France ou d'ailleurs. Voilà. Et oui, vous vous rendez compte un peu le boulot? Hein. 9 pays, bon, en gros, ça m'a pris un jour par pays. Et j'ai utilisé les 4 IA dont je vous parlais tout à l'heure en les comparant. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que finalement, euh, à part le chat qui est un tout petit peu plus francophone, mais travaillant malgré tout sur un web qui est essentiellement anglo-saxon, ils m'ont tous donné à peu près les mêmes réponses. Hein. Et ce qui est amusant, c'est qu'à un moment donné, en posant la question de qui peut m'aider le mieux dans ce B2B, euh, sur le premier pays, je me suis rendu compte que on m'avait pas donné le EEN, Enterprise
Europe Enterprise Network, qui est une initiative européenne que je connaissais bien, puisque ça faisait partie de mes services à la Chambre de commerce de Paris. Donc, j'ai demandé, après avoir vu la liste des organisations, je demande c'était ChatGPT à ce moment-là, je lui dis, et EEN? Et ChatGPT me répond très gentiment d'ailleurs, hein, excellente question. C'est, il vous passe la main dans le dos, sauf que après, quand je lui ai reposé la question pour les autres pays, EEN était rappelé à chaque fois. Donc, vous voyez, ça, c'est pour vous montrer la puissance de ces outils, comment ils apprennent finalement de l'échange avec l'utilisateur. Alors, là se pose un problème qui existait déjà. Il existait Georges, déjà si avec tu l'Internet. peux, si tu peux, d'ici 5 minutes, conclure, enfin, Oui, oui, maximum, et j'essaie. puis avant de passer aux questions, même plus Donc, rapide si tu peux. un problème qui existait déjà, qui était celui de management d'image, ça existait déjà avec l'Internet. Euh, Qui dit sur vous? Pourquoi? Que révélez-vous sur votre stratégie? Et comment on fait pour ne pas en dire trop parce qu'on devient vulnérable ou pas assez parce qu'on n'existe pas? OK? Et là, j'ai vu un test il y a 15 jours. Ils ont testé les 4 outils dont je vous parlais tout à l'heure, hein, et ils se sont en Google améliorés et ils se sont rendus compte que les marques françaises, même leaders mondiaux, n'apparaissaient pas à leur vraie place dans les réponses, sauf pour le chat, dans les réponses que leur apportait Claude, Perplexity ou ChatGPT. Donc, vous voyez le biais qui est introduit par le fait que le web est essentiellement anglo-saxon. Voilà. Donc, pour l'Afrique, Jean-Pierre en a parlé un tout petit peu. Il y a 3 aspects. Il y a l'infrastructure, bien entendu, avec les problèmes de connectivité, les problèmes de coûts. Est-ce qu'il faut mettre en place des data centers avec l'énergie que cela consomme sur un continent où l'énergie est déjà pas toujours bien accessible? Est-ce qu'il faut insister sur l'offre, créer des agents IA africains? Je pense que oui, mais des petits agents, j'allais dire des petits, hein, pas des agents encyclopédiques genre ChatGPT, mais des agents spécifiquement sur tel ou tel domaine, et Jean-Pierre en a cité quelques-uns. Mais ce qui est essentiel pour l'Afrique, c'est effectivement de mettre l'accent sur l'utilisation. Et quand on parle d'utilisation, c'est d'abord et avant tout la formation. Non. Tout ça, c'est d'ailleurs des opportunités pour les entreprises françaises, notamment sur les marchés francophones ou pas, hein. Créer l'accoutumance dans l'entreprise, hein, la conduite de changement, jouer sur le fait que ils ont l'habitude de faire des sauts qualitatifs, hein, comme ça s'est passé avec la téléphonie mobile, et sur le fait qu'il faut faire vite tant que ce n'est pas trop cher. Mais est-ce qu'il y a des organisations pour mener ces activités de sensibilisation et de formation? Et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure sur les marques françaises, eh bien, le problème se pose encore plus fortement pour l'Afrique parce que, en fait, il n'y a pas de manque de données sur l'Afrique, notamment en matière euh, concurrentielle, quand il s'agit de connaître les secteurs, les marchés, les produits, les entreprises. L'information n'existe pas. Et que donc, du coup, on a du mal à valider parce qu'il y a le biais occidental quand il y a une information. Je ne parle pas des grandes entreprises, bien entendu. Les grandes entreprises, il y a de l'information. Mais même là, il y a ce biais occidental qu'on a vu tout à l'heure avec les marques françaises. Et puis surtout, comment qualifier cette information? Parce que l'information, et là je rejoins ce que disait Alain tout à l'heure aussi, l'information qui sort de ChatGPT ou des autres, elle est plate, comme on dit au Québec, hein. Et là, je reviens sur ce contrat que j'ai fait tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On m'a demandé quelles sont les organisations les plus à même à réaliser ces réunions B2B. Donc, j'ai posé la question. Mais après avoir posé la question, quelles sont les organisations, je leur ai demandé quelles sont les meilleures, quelles sont les plus efficaces. Et alors là, on a vu très clairement, il s'agissait des pays des Balkans, partout, ce qui me sortait, c'était AmCham.
American Chamber of Commerce, que je connaissais bien et dont je savais très bien qu'ils ne faisaient pas ce genre de réunion. Ils faisaient surtout du lobbying américain dans les Balkans, mais dans la mesure où c'était eux qui étaient les plus présents sur le web, dans la mesure où c'était eux qui se mettaient le plus en avant, eh bien, l'outil vous disait, ben oui, c'est eux les meilleurs. Et vous voyez, ça nous ramène effectivement à l'obligation de données complémentaires, hein. C'est de passer par des expertises humaines, souvent humaines, notamment locales. Merci Convergence, hein, c'est ce que fait Convergence justement, ce qui apporte cette valeur ajoutée par rapport à quelque chose qui reste quand même assez plat. Sans aucune aspérité ou sans grande aspérité. Et en conclusion, puisque Jean-Pierre me le demandait, ma conclusion, elle est exactement la même, alors qu'on s'était pas, on n'en avait pas discuté. Elle est la même que celle d'Alain. L'IA est un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas un outil de décision, hein. C'est vraiment un outil d'aide à la décision et c'est particulièrement vrai pour les relations avec l'Afrique. Compte tenu, je dirais, de ces absences de données, il est absolument essentiel de ne pas se penser que le recours à l'IA va vous donner toute l'information dont vous avez besoin pour arriver dans de bonnes conditions. Super, j'ai une question pour toi, Georges. Du coup, si on veut apporter une solution aux exportateurs ou aux directions internationales chargées de l'internationalisation des entreprises, est-ce que, un peu comme le présentait Alain sur des problématiques d'efficacité de l'organisation, il faut, je dirais, coupler euh, une méthode avec un accompagnement humain, ou est-ce que, à ton avis, euh, proposer uniquement l'outil et laisser les gens, quitte à les former à l'utilisation, peut suffire? Comment tu vois, il y a plusieurs façons de voir comment apporter une valeur ajoutée à ces exportateurs, aux directions internationales aujourd'hui. Est-ce qu'on a une approche, un package, outils plus méthode, et le client achète ou paye un accompagnement, ou est-ce qu'il paye pour un outil et à lui de se débrouiller? Moi, je vais te dire, je suis très marxiste dans ce domaine, à chacun selon ses besoins. Il y a pas une solution pour tout le monde. A priori, ma réaction, pour avoir fait beaucoup de conseils aux entreprises, je dirais que un des meilleurs moyens de se planter, c'est de ramener deux innovations en même temps. Donc, ramener une innovation qui change la manière d'approcher le problème, plus un outil, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà un degré de maturité suffisant. Je crois qu'il faut y aller pas à pas en fonction des besoins des entreprises. Dans un premier temps, les entreprises vont très probablement, même les plus petites, s'approprier des outils de base, hein, le Google amélioré dont je parlais tout à l'heure. Et à cela, il faut surtout, dans un premier temps, apporter le service de validation et d'ajout de valeur ajoutée par rapport à ce qui sort de ces outils-là. Pour ceux qui ont déjà un degré de maturité suffisant, qui ont les possibilités de mener la culture, le changement dans le processus de travail, là, oui, on peut venir avec l'outil élaboré en plus. Mais, mais ça s'applique pas à tout le monde, hein. Et je dirais même que ça s'applique plus facilement à des moyennes, petites moyennes et des moyennes entreprises qu'à des toutes petites ou à des grosses. Pour les plus petites, c'est un peu en dehors de leur intelligence et de leurs besoins d'ailleurs. Les plus grandes, on va se heurter
au problème de la structure, hein, le fameux syndrome not invented here, qui est extrêmement prégnant dans ces organisations. Et à la limite, c'est presque les entreprises innovatrices, pas très importantes, qui seront beaucoup plus ouvertes, pas très importantes en dimension, qui seront beaucoup plus ouvertes à récupérer ce genre d'outils. Et dans les grandes entreprises, alors là, c'est pas l'entreprise elle-même, c'est direction par direction. Et là, de nouveau, on en vient au niveau de maturité et d'acceptation de la culture du changement et de la culture de gestion de projets de changement. Donc, en synthèse, pour les PME, PMI, tu dis qui sont pas trop acculturés pour l'instant, c'est apporter le service, c'est-à-dire l'accompagnement, en fait. Absolument, absolument. Uniquement l'accompagnement. Et quitte Moi, je à pense que oui. toi-même utiliser, faire levier des technologies. Si c'est des gens plus évolués ou qui ont des vraies stratégies, à ce moment-là, on peut faire les deux. Ça. Absolument. D'ailleurs, la réunionite, elle joue plutôt dans les grandes structures, beaucoup plus que dans les moyennes, hein. Alain, je serais intéressé par ta réaction à ce que vient de dire de Georges, parce que ça recoupe un peu une discussion qu'on a commencé à avoir, en fait. Complètement, Euh, complètement. Je rejoins Georges sur plus d'un aspect. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, faut d'abord changer l'organisation. C'est-à-dire que, comme il l'a très justement dit, vaut mieux éviter de faire plusieurs changements en un seul temps, surtout dans des organisations qui sont pas matures pour ça. Donc, mécaniquement, avant même d'intégrer des outils, et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont mis de l'IA parce qu'il fallait en mettre, mais la majorité des entreprises ne l'utilisent pas vraiment. Absolument. Ça veut dire qu'elles payent des abonnements chers, enfin tant mieux pour les IA mais, et les entreprises derrière, mais mécaniquement, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, alors il y en a que quelques-uns de leur côté qui ont trouvé des astuces, mais c'est des astuces et c'est des astuces, isolées. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui dans une logique structurelle de pensée et c'est là où je rejoins complètement Georges, dans le sens que, la gestion du changement, elle est clé. On est à une période charnière. Et la clé aujourd'hui, c'est le temps. Et on doit arrêter de gaspiller le temps. C'est plus important le temps que l'argent. Et on a toujours dit l'argent, le temps c'est de l'argent, Même mais chose. ça n'a jamais été aussi vrai. Parce que en fait, le temps qu'il y a pour pouvoir faire les évolutions majeures qui doivent être faites en un temps très court, c'est plus possible de traiter ça comme on le traitait au 19e siècle, quoi. Donc on peut pas discuter pendant des heures. Alors si à un moment on veut prendre un café, avoir un temps social et puis passer un bon moment ensemble et puis donner une idée sympa de temps en temps, bah oui, on est des êtres humains quand même. Mais quand sur les moments où on travaille, on doit travailler, eh bien là je suis entièrement d'accord avec Georges. Donc il faut clairement identifier les chantiers. On peut pas être sur tous les chantiers en même temps. Et le premier chantier le plus important, c'est la transformation cognitive. Et Absolument. parce que, les organisations sont pas du tout adaptées et juste leur bazarder un outil comme ça sert à rien, ça sert à rien. Je vais vous donner un exemple. Compte- Je vais vous donner un exemple assez amusant. Quand on nous a mis le premier système interne à la Chambre de commerce, c'était un Lotus Notes, hein, qui s'en souvient encore de Lotus Notes? Eh ben, un jour, mon président m'envoie un message pour me demander quelque chose. Et donc, je lui réponds avec copie. J'étais directeur adjoint à l'époque, donc j'ai mis en copie le directeur général, puisque je parlais avec le président. J'ai mis en copie mon directeur et le directeur général adjoint qui nous chapeautait. Je me suis fait euh, convoqué par le directeur général adjoint qui m'a passé un savon de première en disant: comment avez-vous osé répondre directement au président? Vous deviez répondre sous couvert de votre directeur, sous mon couvert, sous couvert du directeur général pour aller là. Et je lui ai dit: mais attendez, on n'est plus dans une communication en échelle, hein, on est dans une communication en étoile. Euh, Vous pouvez... Ah, mais non. Et voilà le genre d'obstacles, de problèmes auxquels on se heurte quand on a affaire
à des organisations existantes. Et c'est en cela que c'est compliqué et c'est difficile de mener ce genre de changement dans des organisations qui sont structurées sur un modèle qui est un modèle ancien. Je dirais pas peut-être pas 19e siècle, mais presque. Bon, c'était histoire Une de jeter question, un pavé dans Alain. la mare. Oui. Une question, Alain. Une des réactions de là tout à l'heure là de Jean-Louis Gaillard qui assistait à ton intervention. Il résumait son besoin ou son intérêt par rapport à ce que tu disais avec une question. Bon, finalement, pour faire simple, comment préparer, animer ces réunions augmentées IA et avec quels outils? Tu vois, c'était sa réaction. Donc lui, il est enfin vice-président d'une association qui compte une centaine de membres, d'accord? Ouais. Donc lui, c'est un praticien de la réunion, hein, il en a plein à gérer. Voilà, donc c'est pour illustrer la façon dont ça va s'exprimer en fait une demande ou un besoin ou une problématique. Et là-dessus, tu vois, qu'est-ce que tu réponds en fait, hein, qu'est-ce que tu lui réponds? Euh, en fait, il y a plusieurs choses à répondre. La première, c'est j'ai un peu abordé les deux méthodes et on en a exploré quelques-unes, toi et moi. On a même exploré les deux, puisque je t'ai fait la première présentation et puis après le travail qu'on a fait de façon importante sur le projet Afrique. Donc là, euh, tu as vu les deux outils. Tu as vu les deux outils que j'ai. Euh, Mécaniquement, on est des sachants d'abord. Et c'est parce qu'on est des sachants que ces outils-là ont un intérêt à être utilisés. Euh, Ces outils-là, j'utilise pas l'outil standard. C'est-à-dire que si tu utilises ChatGPT ou n'importe quelle autre IA de manière standard, elle sert pas à grand-chose. Donc ça veut dire qu'il va falloir donc la configurer. Et cette configuration, elle va permettre de donner de la valeur ajoutée à ce qui va être échangé. Donc là, moi aujourd'hui, comme tu l'as vu, mes IA, je les fais interagir les unes avec les autres en fonction du cheminement de notre pensée et de l'avancée de notre pensée. Donc c'est-à-dire que j'ai d'abord imaginé un processus conceptuel d'un processus naturel à l'être humain, et à partir de notre biologie, donc je me suis posé la question comment on peut créer donc on va dire, un effet miroir amplifiant donc par des IA qui en fait interviendraient par, par chacune de ces dimensions-là. Et c'est là où en fait qu'il y a un atout, c'est parce que en fait c'est pas l'IA standard telle qu'elle existe, parce que je veux dire si la réponse était par ce qu'elle proposait, ça se saurait. Parce que j'insiste, on est sur la dimension cognitive. Et là, aujourd'hui, on fait une grosse erreur en disant que l'IA, c'est l'intelligence. On oublie le mot artificiel. Et c'est pour ça que moi, je dis, j'ai dégagé l'intelligence artificielle pour appeler ça l'intelligence distribuée. Et donc, il va falloir distribuer des temps de parole entre l'humain et les machines, les humains et les machines, pour arriver en fait à une co-construction de quelque chose. Et quand j'utilise la notion de IA, c'est en tant qu'intelligence appliquée. Donc, il faut qu'on sorte de l'intelligence artificielle parce que c'est faux. Il faut qu'on arrive à l'intelligence appliquée pour mettre en œuvre. Donc tout ce changement conceptuel, il se fait pas juste en claquant des doigts. Et c'est pas juste la personne va lire un livre que j'aurais fait ou va avoir même suivi la méthode une fois avec nous qu'elle va comme ça pouvoir le faire. Et en plus, moi aujourd'hui, je vais dire tout ce travail donc de développement de ces différentes approches cognitives, c'est le travail de plusieurs dizaines d'années. C'est pas le fruit de simplement d'un seul coup je dis ah bah, je me lève un matin tiens ah bah Léa non. C'est-à-dire que bah, comme Georges le montrait avec la transformation des organisations, donc l'intégration des systèmes d'information, donc avec tous ces bugs et avec ce qu'on échangeait avec Bernard tout à l'heure sur l'éducation. Donc c'est tous ces approches-là cumulées qui font qu'aujourd'hui j'ai pu faire ressortir ces éléments clés et créer aujourd'hui 8 modèles donc cognitifs différents, deux principaux
que j'utilise, donc ce qui m'en fait une dizaine, et en fonction de la profondeur dans laquelle je souhaite aller, d'où le fait que je disais qu'il y a plusieurs véhicules, la trottinette jusqu'à l'avion supersonique, eh bien, on va pas, je veux dire, on prend pas un paquebot pour déplacer une valise, quoi. Donc, faut que les moyens soient adaptés. Donc là, ce que j'ai mis en place, c'est intéressant, mais si on est sur quelque chose qui nécessite quelque chose de beaucoup plus poussé. Si on veut quelque chose de simple, bah, juste une façon de repenser autrement l'activité et quelques petits vernissages d'IA, ça peut être tout à fait suffisant. Ça dépend de la complexité, le sujet et ce qu'on veut faire. Je reprends, on Oui. prend pas une trottinette pour faire un Ah, Paris-Marseille. c'est, ouais, on est d'accord. Et ça rejoint ce que disait Georges, hein, partant du besoin réel, voilà. Et puis, sachant comment, enfin, quel besoin et quelle problématique on veut adresser C'est et ça. cibler. Est-ce qu'il y a des questions, une dernière question à poser à Georges ou à Alain? S'il n'y a pas, un message de conclusion court, Alain, Bah, déjà, et puis après Georges. merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir créé cet échange. C'est vrai que je pense que Allô? c'est le bon moment. Et là, on a identifié que l'Afrique a peu d'informations là concernant dans le domaine du digital. Bah, c'est génial parce que ça veut dire que le travail qu'on va faire là, il a tout son sens et que Oui. les marchés émergents en Afrique vont être encore plus percutants parce que ça veut dire qu'on va pouvoir donc alors qu'ils sont entre guillemets vierges de tout cet historique, ils vont pouvoir s'approprier beaucoup plus rapidement potentiellement ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes, ces nouveaux usages et être Mm. vecteur d'apport de données spécifiques à l'Afrique. Donc Mm. je trouve qu'on est au parfait moment. Ok. Merci beaucoup. Peut-être avant que Georges, Bonjour tu Jean-Pierre. conclues, Cherk, vas-y. Tu as une question, Bonjour, ça va? une réaction. Oui, oui. Oui, en fait, j'ai deux questions. Bonjour à tout le monde et je vous remercie pour la pertinence de votre intervention. Je m'appelle Cher Touré et je suis à Dakar. J'ai deux questions. La première est la suivante. Comment les pays émergents comme le Sénégal peuvent-ils éviter de devenir de simples consommateurs de technologies d'IA développées ailleurs et plutôt devenir des producteurs de solutions à la réalité locale? Et la deuxième question est, quels sont selon vous les principaux défis pour développer l'intelligence artificielle dans un pays comme le Sénégal, que ce soit infrastructure technologique, formation des talents ou accès aux données? Ah, Alors, alors, bon, moi, j'avais des réponses, mais je compléterai. Georges, je te laisse répondre à ça, Alors, si sur la tu. première question, je crois que j'ai un petit peu répondu. Je crois il n'est pas question pour le Sénégal ou pour tout autre pays d'Afrique, même Afrique du Sud ou Nigeria, de se lancer dans la création d'une IA, ce que j'appelais une IA encyclopédique, genre ChatGPT ou Claude ou je sais pas quoi. En revanche, vous avez la possibilité de créer sur la base de logiciels cette fois-ci, en utilisant un logiciel un peu comme un Excel, en utilisant par exemple Mistral, de créer des applications qui sont spécifiques à certains domaines, qui sont ceux qui répondent bien aux problématiques de l'économie et des besoins sénégalais. Hein. Jean-Pierre, dans sa présentation, a parlé par exemple des fintech. Je pense qu'il n'y a pas de grands problèmes à créer des applications d'IA spécifiquement sur les fintech et encore plus sur la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, par exemple, hein, dans les domaines qui sont les plus porteurs économiquement. Donc, encore une fois, pas de création d'une IA encyclopédique. En revanche, la possibilité, encore une fois, à partir d'applications telles que Mistral en logiciel libre, de créer des, des IA spécifiques à certains domaines. Euh, deuxième C'est question. sur les défis. Il avait une question sur les Voilà, défis, les c'était sur la principaux deuxième défis. question. Les défis, à mon avis, c'est essentiellement la formation.
Vous avez une chance, c'est que vous avez beaucoup de jeunes et qui sont des jeunes qui ne correspondent pas tout à fait à l'image que donnait Alain tout à l'heure de notre jeunesse à nous. Hein, moi, je me rappelle toujours de ce professeur de master qui a dit, dans mes étudiants des étudiants dont la compréhension de ce qu'ils lisent est celle d'enfants de quatrième. Et, là, on a un petit problème. Vous avez des jeunes qui ont faim, si j'ose dire, qui en veulent, et ces jeunes-là, il faut absolument les former. Ce sont les cadres qui demain seront capables d'apporter, j'insiste encore une fois là-dessus, d'apporter la valeur ajoutée par rapport à ce que donnent comme résultat ces intelligences artificielles quand il s'agit d'utilisation et qui sont capables de mettre en œuvre des applications spécifiques quand il s'agit de l'offre et non plus de l'utilisation. Donc, formation des jeunes, formation des entreprises. Moi, je compléterai en disant ceci. Je pense que l'Europe et l'Afrique ont intérêt à collaborer dans ce domaine. L'Europe a, comme le disait Georges, des technos. Elle a un capital en recherche scientifique. Elle a aussi une expérience de la régulation à apporter, à mettre en place, hein. En Europe, il y a l'IA Act. Donc, il y a ça, technologie, expérience de la régulation. Et l'Afrique, bon, ben, c'est les marchés du futur. Et c'est les cas d'usage aussi concrets dont on a pu parler tout à l'heure. Donc, il y a, euh, les données, en fait, il y a un enjeu, je pense, en Afrique, c'est voilà, la création des données, des databases qui vont permettre, en fait, aux IA d'être performantes. Cela dit, Georges, j'ai bien noté ce que tu disais, pas réinventer la poudre, mais en même temps, sur la question des données, les pays africains, ils investissent dans leur data lake en quelque sorte Oui, aujourd'hui et oui, tout ils à y fait. tiennent. Et ils y Voilà. tiennent parce qu'il y a une souveraineté Moi, je, que tout le monde recherche aujourd'hui en fait dans ce domaine. Moi, je pense que c'est un des trucs essentiels, effectivement. Dans chaque discussion que j'ai eue avec des chambres de commerce africaines, je leur ai dit, vous avez lâché votre rôle essentiel qui est celui de la production d'informations. Reprenez ce rôle parce que sinon, vous n'existez pas. C'est ça. Messieurs, les participants et Alain et Georges, merci beaucoup. Je voudrais conclure ce webinaire qui a été comme celui que nous avions fait l'année dernière.